Imagine la scène suivante. Deux pêcheurs sont assis sur la même berge, même lac, même météo, même distance de lancer. Le premier a dépensé l'équivalent de 40 $ en bouillettes aromatisées, boosters, liquides attractants. Le second a pétri une pâte dans sa cuisine pour moins de 2 $. Après 3 heures, le premier regarde ses détecteurs immobiles. Le second remet une troisième carpe dans l'épuisette. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est une fracture silencieuse qui existe depuis des décennies dans le monde de la pêche à la carpe. D'un côté, les mythes modernes vendus en emballage brillant, de l'autre, des méthodes simples, presque embarrassantes de simplicité, que beaucoup de pêcheurs expérimentés n'ont jamais cessé d'utiliser. Et si je te disais que cette opposition n'est pas nouvelle? Elle remonte bien avant les magazines modernes, bien avant les chaînes YouTube et même bien avant l'apparition des bouillettes. Pour comprendre pourquoi une simple pâte peut battre un appât industriel, il faut remonter dans le temps, très loin. Nous sommes en 1943, front de l'Est. Dans les villages autour du Dniepr, du Don et de la Volga, la nourriture manque. Les hommes sont au front, les femmes, les vieillards et les adolescents se tournent vers ce qui reste, la rivière. Dans les villages ukrainiens près de Tcherkassy, les pêcheurs attrapent des carpes sauvages, des carassins, des brèmes et des tanches avec des montages primitifs. Une ligne en lin, un flotteur en plume d'oie, un hameçon forgé à la main. Mais l'appât est la clé. Pas de magasin de pêche, pas d'arômes chimiques, seulement ce que la cuisine peut offrir. Farine de seigle, semoule, miettes de pain noir, mélasse, parfois un peu de kvass fermenté. Ils pétrissent une pâte épaisse qu'ils appellent simplement testo ou mastirka. Une boule collante, sombre, qui tient sur l'hameçon et qui diffuse une odeur douce et fermentée dans l'eau. Dans les années 1950 et 1960, cette tradition devient une véritable science populaire dans toute l'Union soviétique. Sur les rives du Dniestre, en Moldavie, les pêcheurs utilisent une pâte à base de semoule et de pois. Sur les étangs du Kazakhstan, les anciens mélangent farine et mélasse pour cibler la carpe sauvage. En Sibérie occidentale, autour de l'Irtych et de l'Ob, la pâte est souvent enrichie de pain fermenté pour attirer la brème et la carpe herbivore. Personne ne parle d'attractants moléculaires. Mais l'expérience collective de milliers de pêcheurs crée quelque chose d'équivalent à une base de données vivante. Un vieux pêcheur biélorusse, rencontré près du lac Naroch dans les années 1970, disait une phrase que beaucoup ont oubliée aujourd'hui. « La carpe ne voit pas ton appât. Elle le sent avant même d'être proche. » À l'époque, cela ressemblait à un proverbe de grand-père. Aujourd'hui, la biologie confirme exactement cette idée. La carpe commune, Cyprinus carpio, possède plus de 100 000 cellules chimioréceptrices réparties sur ses barbillons, sa bouche et même ses lèvres. Elle détecte des traces d'acides aminés dans l'eau à des concentrations de l'ordre de quelques parties par milliard. Autrement dit, une carpe peut sentir une source de nourriture à plusieurs mètres de distance simplement grâce aux molécules dissoutes dans l'eau. C'est là que commence le conflit entre mythe et réalité. Le mythe moderne dit que plus un appât est sophistiqué, plus il est efficace. Mais la biologie dit autre chose. Ce qui déclenche réellement la recherche alimentaire chez la carpe, ce sont 3 signaux chimiques principaux. Les acides aminés libres, les produits de dégradation des protéines et les composés issus d'une fermentation légère. Ce n'est pas une opinion, c'est une réaction physiologique mesurable. Lorsque ces molécules sont présentes dans l'eau, les capteurs olfactifs de la carpe envoient un signal direct au bulbe olfactif du cerveau. Le poisson commence à fouiller le fond. C'est ce comportement que nous appelons une prise. La température de l'eau joue aussi un rôle crucial. Entre 12 et 20 degrés Celsius, le métabolisme de la carpe atteint sa zone optimale. Sa digestion est rapide, son activité alimentaire augmente et sa sensibilité aux signaux chimiques est maximale. Lorsque la température descend sous les 10 degrés, son métabolisme ralentit d'environ 35%. Les carpes continuent à se nourrir, mais elles privilégient les sources d'énergie faciles à digérer et les signaux chimiques persistants plutôt que les explosions d'arômes artificiels. Et c'est ici que beaucoup de conseils populaires commencent à s'effondrer. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire sur la berge « Ajoute plus d'arômes, ça attirera le poisson de plus loin ». C'est exactement l'inverse qui se produit dans de nombreux cas. Une concentration trop élevée d'arômes synthétiques crée un signal chimique incohérent pour le poisson. Dans la nature,
Les molécules alimentaires apparaissent dans des proportions spécifiques. Lorsque ces proportions sont dépassées, la carpe devient méfiante. Elle goûte l'appât, le recrache, et le pêcheur pense simplement que « ça ne mord pas aujourd'hui ». La météo influence également la situation. Une chute rapide de pression atmosphérique avant un front orageux peut augmenter l'activité alimentaire de la carpe de 20 à 30%. Pourquoi ? Parce que la diminution de pression modifie légèrement la flottabilité interne du poisson et stimule son activité. A l'inverse, un anticyclone stable avec une pression élevée peut ralentir les touches pendant plusieurs heures. Dans ces conditions, un appât qui diffuse continuellement des signaux chimiques naturels devient bien plus efficace qu'un appât dur qui libère ses attractants lentement et seulement en surface. Regarde maintenant ton montage. Dans de nombreux lacs post-soviétiques, le montage classique reste simple. Un montage cheveux courts, un plomb coulissant de 60 à 80 grammes, une ligne tressée fine. Rien de compliqué. Mais le positionnement est essentiel. Les carpes suivent souvent les bordures d'herbiers, les cassures de profondeur ou les zones de vase molle où les invertébrés se développent. Amorcer légèrement avec quelques poignées de graines, maïs, blé, pois chiches, suffit souvent. Pro d'amorce crée un buffet gratuit. La carpe mange sans toucher ton hameçon. Le poste compte aussi. Sur un étang peu profond, la carpe se déplace souvent le long des roseaux au lever du soleil. Sur une grande rivière comme le Dniepr ou la Volga, elle préfère les zones où le courant ralentit derrière un obstacle, un arbre tombé, une digue, une cassure du fond. L'eau transporte les molécules alimentaires vers ces zones calmes, créant une sorte de piste chimique naturelle. La vérité est simple mais inconfortable pour ceux qui préfèrent les gadgets. On ne trompe pas la nature avec un marketing brillant. La carpe ne lit pas les catalogues de pêche. Elle répond à des signaux biologiques vieux de millions d'années. Et parfois, la méthode la plus efficace n'est pas la plus chère, ni la plus moderne. Elle est simplement la plus proche de ce que le poisson reconnaît comme de la nourriture. Les vieux pêcheurs du Don, du Pripyat ou de l'Amour savaient cela sans microscope ni laboratoire. Ils observaient l'eau, la météo, la saison. Ils pétrissaient une pâte simple, lancée près d'une cassure, attendaient patiemment. Pas de miracle, juste de la compréhension. La connaissance en pêche n'a jamais disparu. Elle circule. Elle passe de main en main, de berge en berge, de génération en génération. Et ceux qui prennent le temps de comprendre l'eau, les poissons et les mécanismes biologiques finissent presque toujours par attraper plus que ceux qui cherchent un raccourci. La prochaine partie arrive bientôt. Dans les années 1970, pendant que l'Europe occidentale commençait à parler de révolution des bouillettes, une autre histoire se déroulait silencieusement sur les rives des lacs et des rivières de l'espace soviétique. En Ukraine, autour du bassin du Dniepr et du lac Kremenchuk, les pêcheurs de carpes continuaient d'utiliser une arme simple, la pâte fermentée. On l'appelait mastirka, parfois simplement pâte à carpe. Une recette pauvre, presque honteusement bon marché. Semoule, farine, œufs, mélasse ou sucre brûlé. Et pourtant, ces pêcheurs remplissaient leurs bourriches alors que d'autres passaient la journée à attendre une touche qui ne venait jamais. Ce n'était pas un hasard. C'était de la biologie appliquée sans le savoir. Lorsque la farine et la semoule entrent en contact avec l'eau et les sucres naturels, un processus commence immédiatement. L'hydrolyse partielle des protéines et des glucides. Les chaînes protéiques se décomposent en acides aminés plus courts. Et ces molécules sont exactement ce que les capteurs chimiques de la carpe recherchent. C'est comme si tu envoyais un message direct dans l'eau. Il y a de la nourriture ici. La différence est radicale avec un appât dur et sec. Une bouillette industrielle reste intacte longtemps. Elle diffuse lentement quelques molécules depuis sa surface. Une pâte vivante, elle, commence à se dégrader dès qu'elle touche l'eau. Elle crée un nuage chimique continu. Pas une explosion suivie de silence. Une signature alimentaire persistante. Dans les étangs de Polésie en Biélorussie, les anciens savaient très bien observer ce phénomène. Ils lançaient leur montage près des herbiers et surveillaient la pointe de leur canne. Les touches ne ressemblaient pas à celles décrites dans les magazines modernes. Pas de départ violent immédiat. La pointe bougeait légèrement. 2 petits coups, une pause, puis une traction lente. C'était la carpe qui aspirait la pâte, la mastiquait, la repositionnait dans sa bouche. Les biologistes ont mesuré ce comportement bien plus tard. Une carpe peut aspirer et recracher un objet jusqu'à 5 fois en moins de 2 secondes si elle détecte une résistance suspecte. Mais lorsque la texture est molle et naturelle,
ce réflexe d'éjection ralentit. Le poisson garde l'objet plus longtemps dans sa bouche, parfois 3 secondes complètes. Pour un pêcheur, 3 secondes, c'est une éternité. C'est le temps exact nécessaire pour que le montage se mette en tension et que l'hameçon se plante correctement. Dans les années 1980, sur les grands réservoirs artificiels du Kazakhstan, certains pêcheurs expérimentaient déjà différentes textures de pâtes. Sur le lac Balkhash, connu pour ses carpes puissantes et méfiantes, on ajoutait parfois un peu de pois cuit ou de farine de tournesol broyée. Pourquoi? Parce que les carpes de ces eaux étaient habituées à trouver des graines tombées des cultures voisines. Le poisson reconnaissait ce signal alimentaire. Les pêcheurs modernes appelleraient cela « matching the hatch ». Les anciens appelaient simplement cela « comprendre le lac ». Mais une erreur est apparue avec le temps. Une idée répétée tellement de fois qu'elle est devenue un dogme. Plus l'appât est dur, plus il tient sur l'hameçon, et donc plus il est efficace. Sur le papier, cela semble logique. Dans l'eau, c'est souvent faux. Une carpe adulte possède une pression buccale capable d'aspirer un objet à plusieurs centimètres de distance. Lorsqu'elle détecte quelque chose de dur et inhabituel, elle peut le recracher en moins d'1 seconde. Si ton appât ressemble à une bille compacte, le poisson le goûte, sent la résistance du montage et le rejette immédiatement. Ton détecteur ne bouge même pas. Tu crois que la zone est vide. En réalité, la carpe était là. Elle a simplement été plus rapide que toi. La texture est donc cruciale. Une pâte bien équilibrée doit remplir 3 fonctions simultanément. Premièrement, tenir sur l'hameçon pendant le lancer. Deuxièmement, commencer à se déliter lentement dans l'eau pour libérer des molécules attractives. Troisièmement, rester suffisamment molle pour que la carpe ne déclenche pas immédiatement son réflexe d'éjection. C'est un équilibre délicat. Trop ferme et tu perds l'avantage biologique. Trop molle et l'appât se détache avant d'atteindre le fond. Les pêcheurs des rivières sibériennes connaissaient un autre facteur essentiel, l'oxygène dissous dans l'eau. Lorsque la température monte au-dessus de 22 degrés en été, la concentration d'oxygène diminue. Les carpes deviennent moins actives et se déplacent souvent vers des zones plus profondes ou près des sources d'eau fraîche. Dans ces conditions, un appât qui diffuse lentement mais constamment devient beaucoup plus efficace qu'un amorçage massif. Les anciens lançaient souvent une seule boule de pâte et attendaient. Pas 10 poignées d'amorce. Une seule source alimentaire identifiable. Sur les grands fleuves comme la Volga ou l'Amour, le courant joue un rôle supplémentaire. L'eau transporte les molécules dissoutes en aval. Cela crée une traînée chimique invisible que les carpes peuvent suivre. Si ton montage est placé correctement derrière une cassure ou une pierre, le courant fait le travail pour toi. Il diffuse l'odeur de l'appât sur plusieurs mètres. Dans une eau calme, ce rayon peut être de 5 à 6 mètres. Dans un courant modéré, il peut atteindre 10 mètres ou plus. Beaucoup de pêcheurs modernes commettent une autre erreur classique. Amorcer trop. Sur un petit étang près de Kharkiv ou de Minsk, une carpe adulte peut consommer plusieurs centaines de grammes de nourriture en quelques minutes. Si tu verses 2 kilos d'appât sur le fond, le poisson peut manger pendant longtemps sans jamais toucher ton hameçon. Les anciens utilisaient souvent une stratégie différente. Amorçage minimal, mais appât très attractif sur l'hameçon. Une poignée de maïs ou de blé pour signaler une zone alimentaire, et au milieu, la pâte. L'odeur guide le poisson. La première bouchée qu'il trouve est la tienne. La météo, encore une fois, influence tout. Après une pluie d'été, l'eau des rivières devient légèrement trouble. Beaucoup de pêcheurs pensent que c'est un mauvais moment pour pêcher. En réalité, c'est souvent l'inverse. L'eau trouble réduit la visibilité et donne confiance aux carpes. Elle quitte les zones profondes pour fouiller les bordures. Dans ces conditions, une pâte sombre et odorante peut devenir irrésistible. Un autre mythe populaire dit que la carpe préfère toujours les appâts sucrés. Ce n'est qu'une demi-vérité. La carpe répond en réalité aux acides aminés et aux composés issus de la fermentation, pas au sucre lui-même. Le sucre n'est qu'un carburant pour les micro-organismes qui produisent ces molécules attractives. Trop de sucre et la fermentation devient agressive. L'odeur devient acide et repoussante. Les anciens pêcheurs mesuraient souvent les ingrédients à la cuillère précisément pour éviter cette erreur. Si tu observes attentivement une carpe se nourrir dans une eau claire, tu verras quelque chose d'intéressant. Elle n'attaque presque jamais directement un objet isolé. Elle fouille le fond, aspire la vase, recrache les particules non comestibles et garde ce qui ressemble à de la nourriture naturelle. Une pâte qui se désagrège lentement imite exactement ce processus.
Elle ressemble à un morceau de matière organique en décomposition. Pour la carpe, c'est un signal familier. C'est pour cette raison que certaines méthodes anciennes continuent de fonctionner, alors que beaucoup de stratégies modernes échouent dans les eaux très pêchées. Les poissons apprennent. Une carpe de 15 ans peut avoir été capturée plusieurs fois. Elle reconnaît les objets suspects. Mais elle ne peut pas désapprendre des millions d'années d'évolution qui lui disent de chercher des molécules de nourriture fermentées. Les pêcheurs de la vieille école ne parlaient pas de chimie. Ils parlaient d'odeur, de texture, de comportement du poisson. Mais leurs observations correspondaient exactement à ce que la science moderne a confirmé. Et au cœur de cette connaissance se trouve une idée simple. L'appât doit travailler dans l'eau, pas seulement exister. Dans la prochaine partie, nous allons regarder ce qui se passe réellement à l'intérieur d'une pâte bien préparée. Pourquoi certains mélanges déclenchent une frénésie alimentaire et pourquoi une seule erreur dans les proportions peut transformer un appât parfait en répulsif pour les carpes. Arrêtons-nous un instant et posons une question simple que presque personne ne pose sur la berge. Que se passe-t-il réellement dans l'eau pendant les 10 premières minutes après que ton appât touche le fond? Pas dans ton imagination, pas dans la publicité, dans la chimie réelle du lac. Car c'est exactement là que se joue toute la différence entre une pâte efficace et un appât inutile. Lorsque la boule de pâte touche le fond, 3 processus commencent simultanément. Diffusion moléculaire, hydratation de l'amidon et fermentation microbienne légère. Ces 3 phénomènes transforment une simple boule de farine en une source alimentaire chimique extrêmement visible pour la carpe. Commençons par la diffusion. L'eau pénètre la surface de la pâte en quelques secondes. Les sucres solubles, les peptides courts et les acides aminés commencent immédiatement à migrer dans la colonne d'eau. Dans un lac calme, ces molécules peuvent créer une zone de détection de 6 à 8 mètres autour de l'appât en moins de 20 minutes. Dans une eau légèrement courante, par exemple un bras du Dniepr ou une baie du réservoir de Kiev, ce nuage peut se transformer en véritable piste chimique de 15 mètres ou plus. Les carpes ne nagent pas au hasard. Elles suivent ce gradient chimique exactement comme un chien suit une piste olfactive. Ensuite vient l'hydratation de l'amidon. La farine et la semoule contiennent une grande quantité d'amidon. Lorsque l'eau pénètre la pâte, les granules d'amidon gonflent et deviennent plus fragiles. Cela crée une surface microporeuse qui libère progressivement les molécules attractives. C'est une libération continue, pas un pic brutal suivi d'un arrêt. Cette différence est capitale. Une bouillette sèche peut libérer une grande quantité d'arômes pendant la première heure, puis presque plus rien. Une pâte active, elle, augmente même parfois son signal pendant la première heure, car la structure interne commence à se dégrader. Le troisième phénomène est le plus intéressant, la fermentation légère. Les levures naturelles présentes dans la farine et les bactéries de l'environnement commencent à métaboliser les sucres simples. Ce processus produit des composés volatiles, acides organiques, alcools légers et petites chaînes d'acides aminés. Pour un humain, l'odeur peut être discrète. Pour une carpe, c'est une sirène d'alarme alimentaire. Les capteurs chimiques de ces barbillons détectent ces molécules à des concentrations incroyablement faibles. Certaines études comportementales ont montré que les carpes peuvent réagir à des concentrations d'acides aminés inférieures à 1 partie par milliard. C'est précisément pour cette raison qu'une erreur de proportion peut ruiner tout le système. Si la pâte contient trop de sucre ou de mélasse, la fermentation devient trop rapide. Le pH chute brutalement. L'odeur passe d'un profil alimentaire à un profil acide agressif. Dans la nature, une telle signature chimique signifie souvent une matière organique en décomposition avancée, parfois associée à un manque d'oxygène ou à une contamination bactérienne. Les carpes évitent instinctivement ces signaux. Ce n'est pas un caprice, c'est un mécanisme de survie. Dans de nombreux lacs d'Ukraine centrale, les pêcheurs qui utilisent la mastirka savent qu'il faut respecter des proportions presque religieusement. Une poignée de farine en trop, une cuillère de sucre en trop, et la pâte devient soit trop dure, soit trop acide. Les anciens testaient simplement la texture dans la main. Si la boule laissait une trace humide sur la paume sans coller excessivement, c'était parfait. Cette trace humide est en réalité le signe que la couche externe commence déjà à se décomposer légèrement, exactement ce que l'on veut. La température de l'eau influence aussi la vitesse de ces processus. À 15 degrés, la fermentation légère et la diffusion moléculaire fonctionnent presque à l'équilibre parfait. Les bactéries sont actives, mais pas trop rapides.
L'appât peut rester attractif pendant 2 heures ou plus. Lorsque l'eau dépasse 20 degrés, tout s'accélère. La pâte se décompose plus vite. Dans ces conditions, beaucoup de pêcheurs expérimentés réduisent légèrement la quantité de sucre ou utilisent une pâte un peu plus ferme. À l'inverse, lorsque l'eau descend sous 10 degrés, les réactions biologiques ralentissent fortement. La solution n'est pas d'ajouter plus d'arômes. La solution est souvent d'utiliser une pâte plus douce et plus riche en composés solubles afin de compenser la lenteur de diffusion. Regardons maintenant le comportement de la carpe face à ce signal chimique. Une carpe en déplacement patrouille souvent à une vitesse de 30 à 50 cm par seconde. Lorsqu'elle rencontre un gradient d'acides aminés dans l'eau, elle change immédiatement de comportement. Sa nage devient plus lente, les barbillons touchent le fond, elle commence à aspirer la vase et les particules. Chaque aspiration peut déplacer un volume d'eau d'environ 50 ml. Cela semble insignifiant, mais imagine ce processus répété des centaines de fois pendant quelques minutes. La zone autour de l'appât devient un véritable laboratoire biologique. C'est à ce moment précis que la texture de la pâte devient cruciale. Une boule légèrement molle va libérer de minuscules particules alimentaires lorsque la carpe souffle la vase. Ces particules renforcent le signal chimique et maintiennent le poisson dans la zone. Une bouillette dure, au contraire, reste intacte. La carpe peut la tester une fois, sentir la résistance, puis passer à autre chose. Dans les réservoirs de la Volga, certains pêcheurs ont remarqué un phénomène intéressant. Lorsque plusieurs carpes entrent dans une zone de nourriture, elles stimulent mutuellement leur activité alimentaire. Les biologistes appellent cela une frénésie sociale. Une carpe qui fouille activement libère des signaux visuels et chimiques qui attirent les autres. C'est pourquoi une seule prise peut parfois être suivie de plusieurs touches dans un intervalle très court. Une pâte active favorise ce phénomène, car elle crée une source alimentaire crédible que plusieurs poissons peuvent explorer simultanément. Mais il existe aussi un piège que beaucoup de pêcheurs ignorent. Si l'appât se dégrade trop vite, il peut disparaître avant que les carpes ne trouvent réellement l'hameçon. C'est pour cela que la taille de la boule de pâte est importante. Une boule de 10 mm peut disparaître en 30 minutes dans une eau chaude et riche en poissons blancs. Une boule de 20 mm peut tenir plus d'1 heure, tout en continuant à diffuser des signaux attractifs. Le montage joue également un rôle. Dans de nombreux lacs post-soviétiques, les pêcheurs utilisent un bas de ligne court, souvent entre 8 et 12 cm. Pourquoi si court ? Parce que la carpe aspire l'appât avec la vase. Si le bas de ligne est trop long, l'hameçon peut rester en dehors de la bouche pendant l'aspiration initiale. Avec un bas de ligne court et un plomb suffisamment lourd, la tension se crée rapidement lorsque la carpe se redresse pour repartir. Un autre détail souvent ignoré concerne le fond du lac. Sur un fond de vase molle, la pâte fonctionne parfaitement car elle imite la matière organique naturelle. Sur un fond de gravier très propre, certaines carpes deviennent plus méfiantes. Dans ce cas, de nombreux pêcheurs autour de Minsk ou de Kiev utilisent une stratégie simple. Ils jettent quelques graines ou morceaux de maïs autour du montage pour créer un contexte alimentaire crédible. La pâte devient alors simplement la première bouchée que la carpe rencontre. La lumière joue aussi un rôle. Au lever du soleil et au crépuscule, les carpes quittent souvent les profondeurs pour explorer les bordures. Dans ces moments, la diffusion chimique d'un appât actif peut couvrir une zone beaucoup plus large, car les poissons se déplacent davantage. C'est pourquoi tant de prises surviennent tôt le matin ou juste avant la nuit. Si l'on assemble toutes ces observations, diffusion chimique, fermentation légère, comportement alimentaire de la carpe, influence de la température et du fond, une conclusion devient évidente. L'efficacité d'une pâte n'est pas un hasard ni un folklore de pêcheurs. C'est un système biologique complet. Un système qui exploite les instincts alimentaires fondamentaux du poisson. Et pourtant, malgré cette logique presque évidente, beaucoup de pêcheurs continuent de croire que la solution se trouve dans un nouveau parfum artificiel ou une nouvelle bille parfaitement ronde. Dans la prochaine partie, nous allons regarder la recette précise d'une pâte simple qui exploite tous ces mécanismes et l'erreur de proportion qui fait échouer 9 pêcheurs sur 10. Maintenant, passons du principe à la pratique, car toute cette biologie, toute cette chimie ne vaut rien si ton appât ne fonctionne pas réellement au bout de la ligne. Les pêcheurs soviétiques avaient une règle simple. Si une recette ne peut pas être préparée dans la cuisine d'un village, elle ne vaut pas la peine d'être utilisée sur la rivière. C'est dans cet esprit que la pâte dont nous parlons existe depuis des décennies sous différentes formes dans toute l'Europe de l'Est. Pas dans les catalogues, dans les carnets de pêche et les conversations au bord de l'eau.
La base de cette pâte est presque embarrassante de simplicité. Farine de blé ordinaire, semoule, 2 œufs, un peu de mélasse sombre ou de sucre brûlé, et une petite quantité de vinaigre de cidre. Rien d'exotique, rien de cher. Mais les proportions, elles, sont critiques. Si tu modifies l'équilibre, tu détruis le mécanisme biologique que nous avons décrit. La proportion sèche doit être très précise. Environ 4 parts de farine pour 1 part de semoule. Autrement dit, pour 200 g de farine, environ 80 g de semoule. Pourquoi ce ratio? Parce que la farine crée la matrice protéique qui se décompose lentement, tandis que la semoule apporte la structure granuleuse qui permet à l'eau de pénétrer et aux molécules de se diffuser. Si tu mets trop de semoule, la pâte devient trop ferme. Elle se comporte presque comme une bouillette molle et perd sa capacité de libération rapide. Si tu en mets trop peu, la pâte devient collante et se détache de l'hameçon au lancer. Ensuite viennent les composants liquides. 2 œufs servent de liant naturel. Les protéines de l'œuf se coagulent légèrement au contact de l'eau et maintiennent la boule intacte pendant le lancer. La mélasse, environ 3 cuillères à soupe, apporte les sucres nécessaires à la fermentation légère. Mais c'est ici que la plupart des pêcheurs font l'erreur fatale. Beaucoup pensent qu'un peu plus de sucre rendra l'appât plus attractif. En réalité, dépasser cette quantité transforme la pâte en bombe acide. La fermentation devient trop rapide et le pH chute. L'appât passe d'un signal alimentaire à un signal de décomposition. La carpe goûte et recrache. Le dernier ingrédient est celui que presque toutes les recettes amateurs oublient. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Cela peut sembler étrange, mais ce détail change tout. Le vinaigre contient de l'acide acétique qui commence immédiatement à briser certaines chaînes protéiques dans la farine. Ce processus libère plus rapidement des acides aminés solubles. Autrement dit, ton appât commence à produire son signal alimentaire avant même d'entrer dans l'eau. Les pêcheurs qui omettent cet ingrédient se retrouvent avec une pâte beaucoup moins active. La préparation elle-même est simple, mais doit respecter une étape essentielle. Mélange d'abord parfaitement la farine et la semoule. Ensuite, bats les œufs avec la mélasse et le vinaigre jusqu'à obtenir un liquide sombre et légèrement mousseux. Puis ajoute progressivement ce mélange aux ingrédients secs. Pétris doucement jusqu'à obtenir une pâte souple. Elle doit former une goule stable, mais laisser une légère trace sur la paume de la main. Si elle est trop sèche, ajoute quelques gouttes d'eau. Si elle colle trop, ajoute une petite pincée de farine. Mais voici l'étape que 9 pêcheurs sur 10 sautent, le repos. La pâte doit reposer au moins 45 minutes dans un tissu humide. Pendant ce temps, l'acide acétique commence à interagir avec les protéines du gluten. Les enzymes naturelles de la farine commencent à transformer l'amidon. En termes simples, la pâte devient biologiquement active. Si tu pêches immédiatement après le mélange, ton appât fonctionnera quand même, mais beaucoup moins bien. Une fois sur la berge, la présentation est tout aussi importante que la recette. La taille idéale de la boule est d'environ 18 à 22 mm, à peu près la taille d'une grosse bille. Presse-la directement autour de l'hameçon, de façon à ce que la pointe soit légèrement couverte, mais que l'ouverture reste libre. Lorsque la carpe aspire la pâte, la couche externe se désagrège immédiatement, libérant des particules et exposant l'hameçon. Le lancer doit être précis, mais pas violent. Une pâte trop compressée perdra sa structure interne. Sur un lac calme, vise la bordure des herbiers ou la transition entre vase et gravier. Sur une rivière lente, comme certains bras du Don ou du Dniepr, place ton montage juste en aval d'un obstacle où le courant ralentit. L'eau fera le reste en transportant les molécules attractives. Après le lancer, observe la pointe de la canne ou le détecteur. Avec ce type d'appât, les touches ne sont pas toujours brutales au début. La carpe arrive souvent lentement. Tu verras 2 ou 3 petits coups. Ce sont les aspirations exploratoires. Beaucoup de pêcheurs frappent immédiatement et ratent le poisson. La bonne stratégie est d'attendre la traction continue. Lorsque la pointe se plie et reste sous tension pendant 1 seconde ou 2, la carpe s'éloigne avec l'appât dans la bouche. C'est le moment de lever la canne. Le réamorçage est également différent de celui utilisé avec des bouillettes. Une pâte active attire déjà les poissons. Ajouter trop de nourriture peut diluer l'effet. Une petite poignée de graines autour du montage suffit. Certaines écoles de pêche ukrainiennes recommandent même de ne rien ajouter du tout lors de la première heure afin de laisser l'appât agir seul. Il existe aussi des adaptations selon la saison. Lorsque la température de l'eau descend sous 10 degrés, les carpes se déplacent moins et mangent plus lentement. Dans ce cas, la quantité de vinaigre peut être réduite de moitié
et une petite cuillère de glycérine peut être ajoutée à la pâte. Cela ralentit la dégradation et prolonge la diffusion des molécules attractives. Au contraire, en été, lorsque l'eau dépasse 20 degrés, certains pêcheurs ajoutent un peu plus de semoule pour ralentir la désintégration de la boule. Une autre variante populaire dans certaines régions de Russie consiste à ajouter une petite quantité de farine de tournesol ou de graines de chanvre moulues. Ces ingrédients libèrent des huiles naturelles qui forment un film aromatique à la surface de l'eau. Dans les eaux calmes, cette signature peut attirer les carpes depuis une distance encore plus grande. Mais quelle que soit la variante utilisée, une règle reste constante. La pâte doit rester vivante, pas stérile, pas saturée de conservateurs. Une pâte fraîche fonctionne toujours mieux qu'un appât conçu pour rester 1 an sur une étagère. Les vieux pêcheurs du Pripyat avaient une expression simple pour résumer cela. L'appât doit respirer dans l'eau. C'est une façon poétique de décrire un phénomène scientifique réel. Une pâte active continue à changer chimiquement après le lancer. Elle diffuse, elle se transforme. Elle imite la nourriture naturelle que les carpes recherchent instinctivement. Dans la dernière partie, nous allons voir pourquoi cette méthode simple disparaît souvent des conversations modernes et pourquoi elle revient aujourd'hui discrètement sur de nombreux lacs très pêchés. Il y a une dernière question que presque personne ne pose lorsqu'il s'assoit au bord de l'eau. Si ces méthodes fonctionnent depuis des décennies, pourquoi les voit-on si rarement dans les conversations modernes? Pourquoi tant de pêcheurs passent des saisons entières à changer de bouillette, d'arôme et de montage, alors que certaines techniques simples continuent de produire des poissons année après année? La réponse n'est pas mystérieuse, elle est simplement inconfortable. La pêche moderne est devenue un marché. Et comme dans n'importe quel marché, certaines idées sont plus rentables que d'autres. Une recette de pâte qui coûte moins que le prix d'un café n'est pas un produit facile à vendre. Elle ne nécessite ni emballage, ni publicité, ni sponsor. Elle ne crée pas de dépendance. Elle se transmet simplement d'un pêcheur à un autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant des générations sur les rivières et les lacs de l'espace post-soviétique. Dans les années 1990, lorsque les magasins de pêche ont commencé à apparaître partout, de Kiev à Minsk, de Rostov à Novosibirsk, une nouvelle culture est arrivée avec eux. Catalogues colorés, appâts importés, additifs mystérieux. Beaucoup de pêcheurs ont adopté ces nouveautés avec enthousiasme, et certaines innovations étaient réellement utiles. Mais dans ce flot de nouveautés, une grande partie du savoir ancien s'est simplement retrouvée noyée sous le bruit. Pourtant, sur les rivières comme le Don ou l'Amour, les pêcheurs qui vivaient de la pêche n'ont jamais complètement abandonné leur méthode. Ils savaient que la carpe n'avait pas changé. Les instincts du poisson sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Une carpe qui fouille une zone de vase cherche les mêmes signaux chimiques qu'autrefois. Protéines en décomposition, acides aminés libres, fermentation légère. Elle ne sait pas si ces molécules viennent d'une bouillette industrielle ou d'une simple pâte faite dans une cuisine. Sur certains lacs très pêchés d'Ukraine ou de Biélorussie, on observe même un phénomène intéressant. Les carpes les plus âgées deviennent extrêmement prudentes face aux appâts artificiels uniformes. Elles ont été capturées plusieurs fois dans leur vie. Elles ont appris à reconnaître certaines formes et certaines textures. Mais elles continuent à réagir à des signaux alimentaires naturels. Lorsqu'une pâte active arrive sur le fond et commence à se désagréger, comme un morceau de matière organique naturelle, la méfiance disparaît souvent. C'est pour cette raison que certains pêcheurs expérimentés utilisent aujourd'hui une stratégie hybride. Ils amorcent parfois avec des graines ou même avec quelques bouillettes pour créer une zone alimentaire familière. Mais l'hameçon, lui, porte une pâte fraîche. Pour la carpe, la scène est crédible. Plusieurs sources de nourriture sur le fond, dont une qui libère un signal chimique particulièrement fort. Et devine laquelle elle aspire en premier. Un autre avantage de cette méthode est la flexibilité. Sur un petit étang de village, la pâte peut être utilisée seule. Sur un grand réservoir, comme ceux de la Volga ou du Dniepr, elle peut être combinée avec des amorçages plus larges. Sur une rivière lente, elle peut être placée derrière un obstacle pour que le courant diffuse l'odeur. Sur un lac clair et profond, elle peut être entourée de quelques particules naturelles pour rassurer les poissons méfiants. Les pêcheurs expérimentés savent aussi que la pêche ne dépend jamais d'un seul facteur. L'emplacement reste la première décision importante. Si tu lances ton montage dans une zone où les carpes ne passent jamais, aucun appât ne fera de miracle. Cherche toujours les indices, bulles qui remontent du fond, herbiers agités, zone où la vase est retournée.
Les carpes laissent des traces visibles lorsqu'elles se nourrissent. La discrétion est un autre élément essentiel. Sur les petits lacs très fréquentés, les carpes deviennent sensibles aux vibrations. Des pas lourds sur la berge ou des lancers répétés peuvent suffire à les repousser vers le large. Les anciens pêcheurs avaient l'habitude d'installer leur matériel calmement, puis d'attendre. Une seule ligne bien placée peut parfois être plus efficace que 3 lignes dispersées au hasard. Le moment de la journée compte également. Dans de nombreuses régions, les carpes deviennent particulièrement actives pendant 2 périodes, l'aube et le crépuscule. La température de l'eau se stabilise, la lumière diminue et les poissons quittent leur refuge pour se nourrir. Une patte fraîche, placée sur le fond à ce moment précis, peut produire des touches très rapides. Il est également important de comprendre que chaque plan d'eau possède son propre caractère. Une carrière profonde, près de Minsk, ne se pêche pas comme un étang de steppe au Kazakhstan. La couleur de l'eau, la composition du fond, la pression de pêche et même la nourriture naturelle disponible influencent le comportement des carpes. La patte que nous avons décrite fonctionne dans la plupart des conditions parce qu'elle imite un signal alimentaire universel. Mais les meilleurs pêcheurs ajustent toujours légèrement la texture, la taille ou l'amorçage en fonction du lieu. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toute cette histoire. La pêche n'est pas une série de recettes magiques. C'est une conversation avec la nature. Tu observes l'eau, le vent, la température, le comportement du poisson. Tu ajustes ton approche. Parfois tu réussis, parfois tu rentres bredouille. Mais chaque session ajoute une nouvelle ligne à ton propre carnet de pêche. Les vieux pêcheurs des rives du Pripyat ou du lac Balkach n'avaient pas besoin de vidéos ou de magazines pour comprendre cela. Ils apprenaient en regardant les anciens, en faisant des erreurs, en essayant encore. Une méthode fonctionnait, alors ils la transmettaient aux voisins, au fils, à l'ami de pêche. Le savoir circulait comme l'eau de la rivière. Aujourd'hui, ce savoir n'a pas disparu. Il est simplement caché sous des couches de marketing et de mythes modernes. Mais chaque fois qu'un pêcheur décide d'observer l'eau plutôt que la publicité, chaque fois qu'il prépare lui-même un appât simple et comprend pourquoi il fonctionne, cette tradition revient à la surface. Car au final, peu importe l'époque ou l'équipement, une vérité reste immuable. La carpe ne mord pas parce qu'un appât est cher. Elle mord parce que cet appât parle le langage biologique qu'elle comprend depuis des millions d'années. Et la seule manière de maîtriser ce langage n'est ni un catalogue, ni une théorie sur un canapé. C'est la pratique, sur la berge, ligne tendue, les yeux sur la pointe de la canne. En attendant ce moment familier où elle puise lentement et où tu sais que quelque chose de vivant vient de répondre à ton message dans l'eau,